Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, un grand merci à vous quatre. Je suis très contente d'avoir l'occasion de vous revoir. On s'était rencontrés déjà à nos bureaux et M. Pilon aussi lors de mes rencontres régionales en région. On s'est revus quelques fois, donc merci beaucoup et surtout merci pour votre travail. Merci pour votre engagement parce que vraiment, vous travaillez à diffuser une information qui est cruciale pour la qualité de vie des personnes qui viennent travailler ici de manière saisonnière. Donc, un immense merci pour ça parce que ça joue positivement sur des parcours de vie, des trames de vie. Puis je pense que vous permettez de mieux faire connaître la société québécoise dans ce qu'elle a à offrir en termes de protection des droits. Et ça, c'est important, que les gens associent le Québec à une protection des droits pour des travailleurs étrangers également. Donc, un grand merci pour ça. Bien contente que vous participiez à cet exercice. Vous nous l'aviez annoncé, M. Pilon, que vous alliez être là. Alors, on y est. Et merci aussi pour votre appui, vos commentaires positifs là, sur la démarche que l'on a entreprise avec le comité des partenaires du marché du travail. C'est un exercice qui va être important de mener et de voir à bien identifier l'ensemble des alternatives, des impacts, d'une part, dont vous nous parlez régulièrement, des permis de travail fermés, des situations de vulnérabilité que ça peut faire surgir, et puis également des alternatives, des voies de solution qu'on pourra considérer. Nous, c'est sûr que par la suite, on verra travailler ça avec le fédéral, qui est celui donc, qui émet les permis de travail. Donc, il y a des discussions importantes qui seront à tenir par la suite, mais au moins d'avoir un portrait clair sur les outils qui sont à notre disposition pour des alternatives. Ça va être un exercice important. Donc, merci pour ça. Je vous amène à partir d'ici sur votre mémoire. En fait, vous avez vu notamment qu'avec le programme de sélection des travailleurs qualifiés, le PSTQ, qui remplacera le PRTQ, on a vraiment veillé à développer une passerelle qui permettrait à des gens pour qui la résidence permanente actuellement est très difficile d'accès, d'avoir un pont, une passerelle donc qui les mènera vers la résidence permanente. Donc ça, c'est une création qu'on a présentée au printemps dernier. J'aimerais vous entendre sur la réelle possibilité que ça offrira, de votre point de vue, pour les personnes qui ont des compétences manuelles et intermédiaires pour atteindre la résidence permanente. Puis, on a justement veillé à moduler la connaissance, les exigences en matière de français. Donc, on les a rabaissées au niveau 5 pour la connaissance orale. Et il n'y a pas d'exigence pour la connaissance du français écrit qui soit associée donc aux professions à compétences soit manuelles ou intermédiaires. Donc, est-ce que pour vous, d'une part, vous voyez ça positivement et quel est l'impact que vous prévoyez là, quant au développement de ce volet 2 du PSTQ? Du niveau 4. Grosso modo, le ministre, que ce soit le niveau 5 ou le niveau 4, on parle du niveau 4, nous, parce que dans le reste du Canada, c'est un niveau 4 qu'on demande. Alors, pourquoi ce serait différent au Québec? Mais là, pour ça, si c'est à cause du français, j'ai pas de problème. Si vous me parlez que le niveau 5, c'est seulement l'oral, c'est déjà quelque chose d'intéressant. À l'écrit, il n'y a rien de prévu. Oui, tout à fait. Au niveau de si jamais il coulait uniquement au niveau de l'écrit, là, je me poserais des questions. Mais je pense que ce qu'on a besoin au niveau de ces travailleurs-là, c'est un français fonctionnel oral, tout simplement. Et de ce côté-là, on est prêt à reconnaître cette partie-là sans aucun problème. Comme je vous dis, d'emblée, avant, ces travailleurs-là n'avaient même pas accès à la résidence permanente et ce qu'on souhaite, c'est qu'ils l'aient. Comme je vous dis, je pense que vous avez vu le film Essentiel, Eddie a vu sa famille 3 mois sur 10 ans. C'est pas normal. Écoutez, il est ici 11 mois et demi par année à travailler et il retourne 2 semaines. C'est 2 semaines de vacances ou quand il y a eu 3 ans, c'était 3 semaines. Là. Il retournait 3 semaines. Mais c'est pas une vie familiale, ça. Lui, ce qu'il veut, c'est voir sa famille, voir ses enfants apprendre le français puis venir vivre ici. Puis je pense qu'il a fait un très bon travail. Il a prouvé ici aux Québécois qu'il avait sa place ici. Et c'est dans ce sens-là que je souhaite cette ouverture-là vers les travailleurs temporaires, tout simplement, et de bas salaire. Parce que, bien sûr, on parle, bien sûr, ces travailleurs-là de bas salaire. Parce qu'on en a autant besoin d'eux que des universitaires, puis des ingénieurs et tout ça, là. Je pense qu'on a autant besoin d'eux qu'on a besoin de médecins, puis d'ingénieurs ou d'infirmières ou de préposés aux bénéficiaires. Ouais. Donc, c'est dans ce sens-là, on veut, dans le fond, qu'on reconnaisse le droit à tous les travailleurs temporaires, quelle que soit la manière qu'ils sont arrivés ici ou sur quel programme, à la résidence permanente.
on est très conscient qu'il faut qu'ils prennent le français. Puis moi, je suis un francophile, j'y crois aussi. Moi, je pense qu'un immigrant doit apprendre le français lorsqu'il vient vivre au Québec. Et ça fait partie, bien sûr, de notre ADN. D'ailleurs, peut-être, tu pourrais peut-être en rajouter peut-être un petit peu plus. J'aurais peut-être quelque chose à compléter. Si je peux me permettre aussi de dire que ça va être important. On a beau dire qu'on abaisse le niveau de français et que ça va être un français oral et non écrit, mais il faut aussi donner des moyens aux entrepreneurs, aux entreprises, à nos agriculteurs d'être capables d'accorder des temps de francisation. Il y a des programmes, il y en a un récent, entre autres, où est-ce qu'on peut libérer des gens pour qu'ils puissent faire de la francisation en milieu de travail. Mais les programmes, bien qu'ils peuvent exister, il faut qu'ils soient utilisés. Et donc, il y a du travail à faire à ce niveau-là, ce qui n'est pas du ressort de notre mission à nous. Mais même obtenir un niveau de français 5, c'est quand même... il y a quand même des niveaux de difficulté de liés à ça. Pour des travailleurs qui vont faire des 15 heures par jour, des 60-70 heures par semaine, trouver les 3 heures par jour nécessaires à faire un peu de francisation, ça peut s'avérer difficile. Le processus peut être long, même si c'est seulement qu'à l'oral. Donc, il faut absolument que ces programmes-là soient mis en œuvre ou que des programmes spécifiques de mise en œuvre. Il y a de la grille-francisation, oui, mais il faut encore développer davantage pour qu'ils puissent réussir à obtenir leur niveau de français. Madame. C'est une chose que la COVID nous a appris, parce qu'on sort d'une période quand même assez difficile là, sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, c'est que la question de la sécurité alimentaire implique aussi des travailleurs qualifiés. On a beau dire bas salaire, non qualifiés, mais il en demeure pas moins. Et puis ça, on s'entend à la table de concertation avec l'UPA et les différents partenaires que c'est un travail qualifiant. Si tu vas travailler dans une ferme ou dans une usine de transformation alimentaire, ça exige des qualifications professionnelles aussi. Ça fait que je veux juste pas tomber dans « c'est pas des travailleurs qualifiés ». Non, ils ont leurs qualifications propres. Et ce qu'on a appris, c'est que ce qui a donné suite au film essentiel, cette chaîne d'approvisionnement-là, elle est majeure. L'Association québécoise de la coopération internationale tient toute cette année son thème sur la sécurité alimentaire, puis on va participer avec eux là, pour ce secteur-là, pour faire des échanges. L'autre chose qu'on a appris aussi pendant la COVID, c'est que on dit aux employeurs, il faut libérer les gens un peu sur leur temps de travail, peut-être avant qu'ils commencent leur travail, une semaine ou deux avant, pour au moins qu'ils apprennent les droits civiques, un peu les principes de français. On en fait un peu de francisation. On n'est pas un organisme de francisation, mais on en fait. Et on avait développé avec un organisme communautaire un modèle particulier d'accueil. Puis là, ils nous disaient, bien non, c'est pas possible. Là. Alors, la COVID, on a fait venir les travailleurs 2 semaines à l'avance pour les isoler, puis leur dire comment prendre soin, puis pas contaminer personne, puis tout ça. On pourrait faire la même chose pour qu'ils aient un apprentissage minimal de base sur ne serait-ce que la culture du travail en français. Prenez par exemple la lecture des produits toxiques dangereux, les pesticides. Bien, si tu ne peux pas lire les consignes de danger, tu te mets ta santé et sécurité en péril. Là. On a vu, on a travailleurs, on a gagné une cause qui est maintenant bien connue sur la contamination d'un travailleur. Bien, peut-être s'il avait été à mesure de comprendre ces consignes-là, il y aurait eu moins de difficultés ou moins de contamination. Donc, on pense que oui, c'est faisable. La COVID nous a enseigné qu'ils sont des travailleurs essentiels, ils sont qualifiés, puis il y a moyen avec les employeurs, qu'on s'entende, parce qu'actuellement, ils n'ont pas de voix, ceux qui ne sont pas syndiqués, surtout, parce qu'en plus, on les a désyndiqués dans le cas du travail, là, les petites fermes. Alors, il faut leur donner cette voix-là, puis la possibilité de s'organiser pour accéder à ces belles passerelles là, qu'on vient d'ouvrir là, pour eux. Je suis contente de vous entendre parce que ça allait être ma prochaine question. La francisation, quand j'en entends parler en lien avec le milieu agricole, on me dit « Ah non, mais ça, il faut oublier ça, c'est pas possible. Non, ça se fait. Ils n'auront pas le temps. Ils n'auront pas le temps. » Fait que, vous pensez qu'il y aurait moyen quand même de dégager un peu de temps quand ils sont ici, mais moi, je pense qu'aussi en amont, avant même qu'ils n'arrivent au Québec. Là, oui. Vous parlez de peut-être arriver quelques jours avant, ça, c'est une option peut-être, mais aussi avant qu'ils ne quittent leur pays d'origine, oui. S'ils peuvent avoir des cours de francisation, ça aidera pour leur intégration quand ils arrivent ici, ou peut-être une fois qu'ils sont retournés aussi, de poursuivre la francisation? Oui, de poursuivre, effectivement, parce que le modèle
je sais que les syndicats, les TEAC notamment, ont négocié au Mexique, là, dans le cadre de nos accords de libre-échange et tout ça, avec les États pour savoir où venaient travailler. S'ils viennent au Québec, c'est sûr que c'est une dynamique différente que dans les autres provinces. Fait qu'il y a moyen de faire un peu de travail en amont, puis il y a moyen de faire un peu de travail à l'accueil aussi. Puis dans le cadre des fonctions, il y a des fonctions essentielles qui doivent être comprises dans le français, là, en matière de prévention des lésions professionnelles. Est-ce qu'il y en a qui le font déjà pendant les semaines où les travailleurs sont ici? Oui, Est-ce que des mesures de francisation, ça existe? Oui, ça existe. On en fait à Québec. On a fait à Québec. On a un projet pilote actuellement à l'île d'Orléans. C'est très populaire. Okay. Je vous dis que les travailleurs veulent apprendre le français. Ils désirent. Bien sûr, quand tu travailles 12 heures par jour, c'est pas toujours évident, mais leur journée de congé, ils la passent à venir à nos ateliers de français à l'île d'Orléans. Il y a eu un reportage d'ailleurs de Radio-Canada là-dessus qui était vraiment excellent. Et c'est l'équipe du RATMAC, d'ailleurs, de Québec qui a participé au projet pilote et c'est très populaire. Et maintenant, on a des bénévoles aussi qui viennent de donner un coup de main aussi au centre communautaire à l'île d'Orléans. C'est vraiment exceptionnel. Il faudrait les reproduire, ce type de situation. Propager la bonne nouvelle. Oui. Vous êtes bon là-dedans, là, de faire diffuser l'information. Fait que si vous pouvez la diffuser au sein de votre réseau, ça donnera l'idée à d'autres, certainement. Exact. Mais je vous dis, les travailleurs veulent apprendre le français. Ouais. Ils veulent. Bien, ça, on le constate, parce que quand on regarde la ruée qu'il y a eu pour les inscriptions à Francisation Québec, manifestement, les gens répondent à l'appel puis ils veulent être en action. Et il y a beaucoup de travailleurs temporaires qui se sont inscrits. Mais avec la participation des employeurs aussi, il y a moyen de libérer des travailleurs, d'aller chercher des fonds pour pas qu'ils soient perdants, puis qu'en même temps, ils puissent les libérer sur leurs heures de travail pour faire quelques heures de francisation. Ça serait gagnant-gagnant aussi. Tu sais, nous, on a des formes d'ateliers, mais oui, c'est une forme de francisation, mais on n'est pas... c'est pas comme faire une francisation, là, c'est une base à tous les jours, 2 heures par jour, 3 heures par jour, là. Donc, mais puis ça, il y a des programmes qui existent. On nous en a présenté un il y a à peine quelques mois, là, où est-ce que c'est possible de faire des demandes pour être capable de libérer sur les heures de travail, puis que l'employeur ne soit pas perdant là-dedans, puis en même temps que les personnes puissent se former en français. Mais il faudrait publiciser ça, puis il faudrait qu'il y ait aussi un engagement de leur part, là, de ce côté-là, pour faire en sorte que ces travailleurs-là puissent apprendre le français. On a un projet qu'on a déposé au fédéral, mais qui est tombé lettre morte, là, sur un programme adapté à l'accueil des travailleurs avec Judith Giguère et son organisation. Puis, on n'a pas pu aller plus loin que ça parce que là, bon, Mélanie l'a mentionné tout à l'heure, je pense qu'on devient contre-productif là, si on ne prend pas notre place dans l'accord Canada-Québec, puis aller chercher ce dont on a besoin au Québec là, pour franciser notre monde. Là. Je pense que ça, c'est important.